France et pour l'Europe. Je vous propose d'écouter Vincent Hervouet qui était ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Alors, on parle de 7 à 10 000 djihadistes capturés à la chute du califat en 2019. Et puis, en plus des combattants, il y a aussi les familles, les femmes, les enfants. Au total, 70 000 femmes et enfants dont les Kurdes ont été les gardes chiourmes. Depuis 7 ans, certains prisonniers ont été exfiltrés, notamment des étrangers condamnés en Irak à de lourdes peines. D'autres sont rentrés chez eux, notamment des Françaises. Mais le gros de la troupe est resté en Syrie, au nord. Les Kurdes réclamaient au pays d'origine de récupérer leurs ressortissants, notamment à la France, qui n'a aucune envie de les revoir. C'était une charge pour les Kurdes, mais c'était aussi une garantie. Ils pouvaient compter ainsi sur le soutien des Occidentaux, tant qu'ils assuraient ce service d'après-guerre. Ouais, l'armée syrienne a lancé l'offensive à Alep il y a 15 jours, puis reconquis tout le nord-est, sauf les derniers fiefs kurdes. Alors, les Kurdes se sont repliés à Assaké, leur bastion, et puis à Kobané. Vous vous souvenez peut-être de ce nom qui est devenu célèbre pendant la guerre civile. La ville a résisté à Daesh pendant des mois. Le monde a découvert le courage des Peshmerga et des femmes combattantes. Des centaines sont morts, mais des milliers de djihadistes ont été tués. C'était la première défaite de Daesh, son Stalingrad. Eh bien, ce matin, Kobané est encerclé par les troupes d'Ahmad al-Shara, le président syrien. Des milliers de déplacés y ont trouvé refuge. L'ONU leur fournit des vivres. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que les islamistes arabes prennent ici et aujourd'hui leur revanche. Bon, et Olivier, vous avez raison de dire tout à l'heure qu'on a laissé tomber les Kurdes. Oui, et c'est une bombe, hein. Là, vous vous rendez compte les chiffres 10 000 combattants qui seront relâchés dans la nature. Parce qu'on a l'impression que c'est fini, que Daesh, ça n'existe plus, que l'État islamique, c'est du passé. Ce n'est pas vrai. Là, on a une situation qui est quasi explosive. Et Claude Moniquet nous a dit la menace n'est pas imminente. Mais la menace, elle existe. Hein. Ce sont des djihadistes, ce sont des meurtriers, des assassins qui ont été condamnés, qui étaient sous l'autorité turque et qui vont tout faire, je parle des Français, hein, qui vont tout faire pour revenir en France et peut-être terminer leur djihad. Bien sûr. En 2015, ils étaient passés, notamment ceux du Stade de France, étaient passés par les filières migratoires. Aujourd'hui, je ne crois pas que l'Europe soit moins perméable qu'en 2015. Donc il y a un vrai risque que ces ressortissants français qui ont commis des crimes contre la France veuillent revenir en France et finir leur djihad. Donc je pense que la DGSE et l'autorité militaire qui nous représente là-bas doit être sur les dents. Là. Richard Millet. Je suis quand même étonné, pardonnez-moi si je suis cynique, c'est que je suis étonné que je connais bien cette région, les services des 4 pays qui s'occupent des Kurdes, c'est-à-dire où les Kurdes sont la Syrie, l'Iran et la Turquie, par exemple, et l'Irak, n'aient pas liquidé officieusement les djihadistes. Je suis très étonné. Shara en a intégré pas mal dans ses forces de sécurité intérieure, des djihadistes, notamment des Français, qui n'ont pas voulu rentrer. Mais je voudrais dire, s'agissant des Kurdes, qu'il faut regarder, s'il se trouve encore, les 2 films de BHL, de Bernard-Henri Lévy, sur ce peuple. Et notamment où l'on voit le rôle des femmes combattantes, qui sont absolument admirables. Je suis d'accord avec vous. Dans l'actualité, le procès en appel de 4 individus condamnés en première instance à des peines de 13 à 16 ans de réclusion criminelle pour leur implication dans l'assassinat du professeur Samuel Paty, survenu en octobre 2020. Je vous propose de voir le sujet de Julia Ferrante. Et puis il y a un autre débat qui est né ces dernières heures, Samuel Paty au Panthéon. Est-ce une bonne idée ou pas? Mais voyons tout d'abord le sujet de Julia Ferrante. La cour d'assises d'appel spéciale de Paris se réunit aujourd'hui pour rejuger 4 individus. Naïm Boudaoud, 24 ans, qui avait notamment conduit le terroriste et assassin de Samuel Paty à proximité du collège de Conflans-Sainte-Honorine. La veille du crime, il l'avait aussi accompagné pour acheter un couteau en présence d'Azim Epsirkanov, 25 ans, un autre ami d'enfance du terroriste qui a lui aussi fait appel. Tous les deux avaient été condamnés à 16 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat terroriste. Avec eux sur le banc des accusés, Brahim Chnina, 54 ans, le père de la collégienne qui avait menti sur le cours de Samuel Paty. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l'homme avait appelé à s'en prendre au professeur de sa fille. Il avait écopé de 13 ans de réclusion criminelle. Et enfin, Abdelhakim Sefrioui, un militant islamiste de 66 ans. Lui aussi avait diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux qui avait fait exploser la situation et amplifier le danger sur Samuel Paty, selon l'accusation. Les juges l'avaient condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Le procès en appel doit se tenir jusqu'au 27 février prochain.
Bon, le risque, moi, je trouve que les peines sont adaptées et elles sont très fortes et suffisamment fortes. Le risque, c'est qu'en appel, ces peines soient moins fortes parce qu'on s'éloigne un peu de la disparition de Samuel Paty. Exactement. Donc j'espère que les peines seront aussi fortes. Et si vous me permettez un commentaire, rappelez-vous, dans la campagne de haine qui avait précédé l'assassinat de Samuel Paty, il y avait des propos qui avaient été relayés notamment par le CCIF, vous savez, qui est dissous depuis, qui est l'émanation, qui était en tout cas l'émanation en France des frères musulmans. Donc quand nos chers amis de gauche, la semaine dernière, refusent de faire des frères musulmans une organisation terroriste, d'une certaine manière, ils oublient aussi et ils salissent la mémoire de Samuel Paty. Et tout à l'heure, c'est intéressant de les entendre sur le débat Olivier de sur la Lagarde. panthéonisation de Samuel Paty, là, parce que là, ça va tanguer à gauche. Hein. Et les filles, on va dire, voilà, on stigmatise. On parlera tout à l'heure d'ailleurs de François Hollande parce mais- qu'il y a une image qui fait beaucoup causer lorsque François Hollande y était présent manifestement. Il a été présent à un moment donné à cette Oui, journée. mais et pas il a au vote. préféré, alors faudra nous dire, vous nous expliquerez ça, mais tout à l'heure. Bon, la panthéonisation, qui est une idée très, très intéressante. Dimitri Pavlenko, qui fait la matinale à 7h, mais tous les jours à 6h40, il donne un billet, un édito qui est toujours remarquable, vraiment remarquable. Et je vous invite à écouter ce billet de Dimitri. Ce matin, il a évoqué la possible panthéonisation de Samuel Paty. Écoutez. Un certain nombre de personnes font campagne en ce moment pour le faire entrer au Panthéon. Est-ce qu'il faut panthéoniser Samuel Paty? On va se poser la question sur Europe 1 ce matin. Et la réponse, je trouve, n'est pas simple. Parce que s'y opposer par principe, ce serait presque une injure à la mémoire de Samuel Paty. Ça, j'entends tout à fait cet argument. En même temps, quelle est la fonction du Panthéon? Est-ce que Samuel Paty est devenu un grand homme parce qu'il est, par sa mort, devenu le symbole de l'école attaquée par l'islamisme et trahi de l'intérieur par des idiots utiles aux barbus? C'est une vraie question. Et c'est vrai que Samuel Paty aujourd'hui ne s'appartient plus. Je ne compte plus le nombre de livres qui sont parus sur sa tragédie. Vous avez une série qui arrive pour raconter son histoire, un film avec Jean-Paul Rouve. Vous avez Carole Bouquet qui est sur scène en ce moment pour jouer le texte d'Émilie Frêche sur l'assassinat de Samuel Paty, etc. Donc son nom, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut dire Samuel Paty? C'est plus jamais ça. C'est plus jamais de profs qui ont peur de leur classe, qui ont peur de perdre la vie. Vous avez quand même 100 000 menaces ou agressions d'enseignants par an dans les collèges et lycées. On dit qu'on va vous faire une Samuel Paty. Marre de la complaisance de l'éducation nationale. Joachim Le Floch-Imad raconte dans son dernier livre que on a confié le poste de recteur, l'éducation nationale a confié le poste de recteur de l'Académie de Strasbourg à un haut fonctionnaire qui, il y a 7 ans, défilait contre l'islamophobie, alors que c'est cette même islamophobie qui a provoqué la mort de Samuel Paty. Aujourd'hui, on fuit l'école. Il faut voir que les démissions de profs, elles ont été multipliées par 7 en 10 ans. Vous avez un effondrement de 30% des candidatures au concours d'enseignants. Voilà, donc je pense qu'il faut avoir tout ça en tête. Millet, vous avez été longtemps professeur de français. D'abord, ce que dit Dimitri est tout à fait vraiment remarquable et pour toutes les raisons qu'il a dites, le signal qui sera envoyé pour l'éducation nationale, pour les profs, pour le plus jamais ça, il est possible que ce soit une excellente idée d'imaginer Samuel Paty au Panthéon. Oui, et pas parce qu'il a été peut-être exécuté par un terroriste tchétchène, mais parce que c'était un professeur qui faisait son travail dignement. Et ça, il faut le souligner avant toute chose. Vous savez qu'il y a à Paris, en face de la Sorbonne, un square, une place qui s'appelle la place Paul Painlevé, où il y a la statue de Montaigne. Tout ça est très symbolique. Le square qui est à l'intérieur de cette place s'appelle Square Samuel Paty. Or, régulièrement, les petites plaques qui nomment ce square sont taguées, arrachées. C'est dans quel arrondissement de Paris? 5e, à côté de la librairie Rue Compagnie. des Écoles, ouais. Non, mais c'est intéressant, vraiment. Et je trouve tout ce qui a été dit, je le répète par Dimitri, ce sont des arguments qu'il faut entendre. Et notamment, quand il rappelle qu'il y a beaucoup de démissions aujourd'hui des profs. Parce que les profs, ils veulent plus aller au combat, en fait. Ils sont mal payés. Ils peuvent pas faire leur job. Ils sont avec des gens qui sont parfois pas très à l'écoute de l'enseignement, donc ils y vont plus. Et parfois eux-mêmes sont des idéologues aussi qui ne veulent pas. Oui, mais ça arrive aussi. Mais oui, mais les profs, ils sont profs. Ils ont envie d'enseigner. Autrement, t'es pas prof. Un mot sur la panthéonisation. J'entends tout à fait que
on récompenserait un prof, comme vous dites, qui a eu le courage. C'est pas récompensé. On honorerait. Vous avez absolument. Non, on honorerait. Vous avez raison. Vous avez raison. Donc, on honorerait un professeur qui a eu le courage de faire son métier. La difficulté, c'est de bien montrer que c'est pas comme victime qu'il entre au Panthéon. Et vous savez, on a eu ce débat pour Dreyfus. Il y a des gens qui voudraient qu'on panthéonise Dreyfus. Là aussi, je ne dis pas que... Non, mais laissons sur mais la question qu'a posée Dimitri, est-ce que, comme victime, on doit entrer au Panthéon? C'est pour ça. Mais c'est pas du tout ce qu'on dit. Voilà. C'est le professeur qui rentre, c'est l'éducation nationale qui rentre, c'est le symbole qui rentre, c'est ça qui rentre au Panthéon. Le symbole empêche d'agir efficacement et d'écouter notamment, moi je pense beaucoup à la sœur de Samuel Paty, Michael Paty. Oui. Elle dit il y a encore beaucoup de défaillances et elle a rappelé à de nombreuses reprises. Moi je suis plutôt favorable au fait qu'on le panthéonise, mais attention à ce que ce soit pas un peu la manière commode de dire on lui a rendu hommage, ça y est. Non, il y a beaucoup de choses encore sur lesquelles agir concrètement, loin des symboles. Mais Richard Millet. Est-ce qu'on peut ne pas oublier Dominique Bernard, oui, bien sûr, qui est mort pour les mêmes raisons, aussi par un terroriste tchétchène? Moi, je ne serais pas choqué par cette panthéonisation, mais alors, Georges Fenech. il faudrait, de mon point de vue aussi, imaginer une panthéonisation du couple de commissaires de police de Magnanville qui a été exécuté par un terroriste, en hommage aussi à toute la fonction des représentants de l'ordre qui ont été victimes du terrorisme islamiste. Vous comprenez, c'est le même ordre d'idées. Ce sont des gens qui ont sacrifié leur vie. Arnaud Beltrame dans le... Mais alors il va falloir construire des places de Panthéon. C'est ça la difficulté, c'est que où devons-nous nous arrêter dans les victimes? Voyez-vous. C'est quand même... Je ne sais pas quoi répondre à ça, parce que ce que vous dites, effectivement, la famille d'Arnaud Beltrame doit effectivement... Qui a eu l'honneur national. Mais vous avez parfaitement raison. Souvenez-vous. Le meilleur hommage qu'on peut faire à Samuel Paty, c'est qu'il n'y ait plus jamais de Samuel Paty. Enfin, ça va de soi, mais Dominique Bernard a malheureusement montré qu'on n'avait pas tiré toutes les leçons de l'affaire Samuel Paty. Essayer de regarder en face ce qui nous arrive. Bien sûr. Mais oui, regardez en face ce qui nous arrive, comme vous dites, c'est manifestement, c'est pas facile. Alors, François Hollande. Alors, je vous parle souvent de François Hollande parce que François Hollande fait ma joie, si j'ose dire. Bon, il a un bilan catastrophique. Nous sommes d'accord, lorsqu'il était président de la République. Catastrophique. Bon, tellement catastrophique qu'il n'a pas pu se représenter. Bon, simplement, le courant qu'il incarne, la gauche démocratique, il n'y a personne. Il est le meilleur. Il est meilleur parce que Raphaël Glucksmann, je suis pas sûr que... Voyez charitable. Bon, il soit... bon. Et Monsieur Faure, alors bon, on n'en parle même pas. Donc lui, il fait un petit papier dans le Parisien ce matin, il dit le téléphone sonne sans arrêt. Bon. Évidemment, parce que vous savez, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que les gens qui veulent un poste important, ils disent « Mais moi, je voulais pas me présenter, c'est mes amis. Mes amis me poussent à me présenter. Vous savez, c'est pas moi. Bon, c'est j'ai cédé. Moi. Il a fallu, j'ai compris que, voilà, fallait que j'y aille. Bon. Et donc, mais non, mais c'est assez drôle. Mais objectivement, il est meilleur que les autres. Il est plus intelligent que les autres. Bon. Et il essaye de se rapprocher un peu, visiblement, au centre droit. Démonétisé. Mais écoutez, alors franchement, avec François Hollande... On n'est jamais mort en politique. D'abord, on n'est jamais mort en politique. Je vous rappelle qu'il était à 3% avant que Dominique Strauss-Kahn, perde l'élection présidentielle aux États-Unis. Donc, faut rien écarter. Il n'a pas été battu, il ne s'était pas représenté. Mais je pense que 18 mois avant 2012, vous n'auriez pas misé beaucoup sur François. Voilà. Bon. Il y a quand même juste un petit problème. Est-ce qu'il est le meilleur? Il est détesté par la droite, il est archi haï par LFI. Oui. Je pense que ça n'empêchera... Mais ça, c'est plutôt une bonne chose. Pardonnez-moi, c'est plutôt une bonne chose d'être haï par LFI. Sauf quand il y a des gens qui votent, si vous voulez, qu'on se retrouve face aux électeurs. Mais si tu te présentes à une élection présidentielle, tu es obligé d'être en opposition à LFI. Ça sera vrai aussi pour Olivier Faure, qui doit pourtant tout à Jean-Luc Mélenchon. Alors, ça parle même pas de Boris Vallaud. Mais je vous parle des électeurs LFI. Jamais il y en a un qui votera pour François Hollande. Sauf dans un deuxième tour face à... Mais je peux vous dire un truc, c'est que je suis pas sûr qu'ils votent pour François Hollande, enfin, même si c'est face à... Moi, je voudrais qu'il vienne François Hollande sur notre plateau. Je lui dis à chaque fois. Je lui dis pas parce que je le vois pas. Mais il devrait venir. Franchement, il devrait venir parce que c'est vrai qu'il est comment dire. Bien. Comment? Vous l'aimez bien. C'est pas que je l'aime bien. Franchement, je trouve que son bilan est catastrophique. Sauf sur un point quand même. C'est-à-dire, je pense qu'il a eu un comportement à la hauteur de ses fonctions quand il a mis en place l'opération Barkhane en Afrique. Oui. Il a pris la tête de la coalition contre Daesh. Là, il s'est révélé quand même... écoutez, on pensait avoir touché le fond avec François Hollande. Oui. Et en fait, avec Emmanuel Macron, ça a été pire. Même sur le plan économique, voilà, ça a été pire. Le bilan est pire. Le bilan économique aussi est à nuancer.
Ah bon, maintenant vous êtes hollandais. Au point. Ah bon, bah alors fallait voter pour Hollande. Mais non, mais ça c'est Fenech. Non, mais Fenech, il se bat. Le coming out. Non, mais c'est le. Arrêtez, on vient d'assister à un coming out. Les lois de travail, ça allait dans le. Les lois de Non, mais voilà. Mais enfin, des sauts. Non, mais Vous voyez depuis 2017. non, mais vous êtes sérieux, vous avez vu les impôts, lui et Monsieur Hérault, parce que en fait, il y a une chose qui est primordiale dans le pays, c'est l'économie. Oui. Bon, Le crédit entreprise. pardonnez-moi, Le CICE, c'était pas mal. pardonnez-moi, Les lois de travail, c'était pas mal. mais c'est comment Le vous dire bilan est négatif, globalement. Georges Fenech, les 13 régions, ça coûte une blinde. Une blinde. Vous savez ce que c'est, le millefeuille? Il a jamais travaillé de sa vie. Il sait pas ce que c'est qu'une entreprise. Mais vous êtes formidable, vous nous arrêtez pas de nous dire qu'il est formidable, François Hollande, Oui. que c'est le meilleur. Oui. Alors, dès qu'on essaye d'avoir un petit peu de nuance, de dire son bilan était catastrophique, mais peut-être qu'on peut dire C'est le bilan. Moi, je dis le bilan est pas bon. L'incarnation était vraiment très mauvaise pour le coup, et l'affaire Leonarda et l'affaire du scooter le montrent. Mais il n'empêche qu'il est meilleur que les autres. Donc j'imagine, si par exemple, Laurent Geoffrin qui venait ici, qui vote, qui incarne ce courant-là. Il est très proche, lui, alors très proche de Hollande. Si tu es de la gauche démocratique, la gauche réformiste, la gauche social-démocrate, tu dis il me faut un candidat. La dernière fois, j'ai fait moins de 2% avec Anne Hidalgo. Là, j'ai le choix entre Olivier Faure, Raphaël Glucksmann et François Hollande. Tu prends qui? Quel est le meilleur des trois? Oui. C'est tout ce que je dis. Ça, voilà. Quand même, Chirac. Au royaume, c'est quoi l'expression? Royaume des aveugles. Au royaume des aveugles, Le Les bornes sont les bornes sont là. Chirac et Hollande, c'est quand même l'immobilisme érigé en. Mais le problème, Au royaume des aveugles. Alors en revanche, il y a une image extraordinaire parce que vraiment, il est malin comme tout, et c'est-à-dire quoi, malin, bon. Vous êtes marabouté, hein? Mais non, mais c'est pas bien ce qu'il a fait. Mais non, je trouve ça scandaleux ce qu'il a fait. Il a aucun courage. C'est-à-dire qu'il faut avoir du courage, de l'authenticité. Il était à l'Assemblée nationale le jour de la niche parlementaire pour voter pour ou contre les frères musulmans, organisation terroriste. Hop, regardez, il est là. Alors là, mais il y a Monsieur Léaumont. Oui, c'est au moment de l'altercation entre Antoine Léaumont et Sébastien Chenu, donc c'est dans l'après-midi, et on voit François Hollande qui, à ce moment-là, entre dans l'hémicycle. Ce qui veut dire qu'il a participé à cette journée, c'était un jeudi. Parfois, le jeudi, les députés ne sont pas là. Bon, là, il était là, sauf que quand on regarde après le détail du vote des socialistes pour ou contre mettre les frères musulmans comme organisation terroriste, il n'apparaît pas, il n'a pas voté, il n'était pas présent. Il n'y avait que 25 députés qui ont voté. C'est vraiment je vous assure. Il n'a pas donné procuration. Non, mais c'est Ponce Pilate, quoi. C'est l'esprit Ponce Pilate. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut du courage. Bah si, il y a du courage. vous l'avez lavé. Après moi, le déluge. Moi, je n'aime pas ça. Voilà, c'est l'esprit Ponce Pilate. Je lui dirais d'ailleurs s'il venait, mais personne ne va lui dire. C'est-à-dire pourquoi il ne vient pas ici? Parce que il va aller dans les émissions où il est très brillant, toujours, parce qu'il est plutôt rigolo. Et effectivement, ça serait un formidable chroniqueur. Là, il est sans moi. Si on le recrutait comme chroniqueur. Oui, ça sera un super chroniqueur, meilleur que le président. Oui, je trouve qu'on pourrait être éditorialiste sur CNews. Ça aurait de la gueule pour lui. Son blason, ça serait bien. Mais il aurait moins d'amis. Bon, non. Bon, en tout cas, voilà. Il faut qu'il s'explique là-dessus. Il n'a pas dit un mot. Non. Personne ne l'a. Cette image, il n'y a que nous qui en parlons. Il n'y a que nous qui en avons. C'est sidérant quand même. Pourquoi c'est un ancien président de la République. C'est un sujet majeur de l'actualité. Nous sommes d'accord. C'est un sujet majeur, les frères musulmans. On le voit, le jour-là, personne ne l'interroge. Il n'y a que nous. Résultat, vous avez des audiences incroyables. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais moi je pense à la France. Il n'a pas donné d'explication sur sa non-participation au vote. Bon, il n'est pas le seul, il y avait 25 députés. Tous les autres puisque personne ne lui a demandé, il ne va pas s'expliquer. Bon, les municipales à Paris, il y avait Emmanuel Grégoire qui était là ce matin. Alors, Rachida Dati, elle a raison. C'est de son point de vue, la droite doit être unie. Pour gagner, elle a raison. Donc là, vous avez monsieur Bournazel, il était très à droite, et puis maintenant il est moins à droite, et puis il va finir à gauche. Ça dépend. Moi, je trouve que son programme n'est pas à gauche. Après, il a un programme centre-droit, je dirais. C'est dans mais avant, il était très à droite. Non, je crois pas. Il est surtout très fâché contre Rachida Dati. Oui, mais ça, il était à l'UMP. Oui, il a été membre de la France Forte avec... voilà, donc avec Pelletier et Guillaume Pelletier. Mais il était avec Guillaume Pelletier. Oui, c'est exact. Oui, non, c'est vrai, c'était la France. Bournazel était avec Pelletier. Mais il a travaillé avec Rachida Dati quand elle était ministre de Mais bien sûr. Donc en fait,
Si tu es électeur à Paris, Rachida Dati, vraiment, je la comprends. Ça fait plusieurs fois que la droite perd à Paris parce qu'elle n'est pas unie. Unissez-vous derrière le meilleur candidat si vous voulez gagner. Autrement, vos petits... Alors, il faut expliquer que si tu fais moins de 10%... On n'est pas qualifié pour le second tour. D'accord. Mais vous avez potentiellement 5 candidats qui peuvent arriver au second tour à Paris, ce qui serait énorme. Sarah Knafo, Pierre-Yves Bournazel, Rachida Dati, Emmanuel Grégoire et Sophia Chikirou. Vous avez donc 5 candidats potentiellement au-dessus des 10. Rien n'est joué. Mais il peut y avoir une alliance entre les deux. Il peut y avoir des fusions. Georges Fenech est un éditorialiste de premier plan qui dit rien n'est joué. Ah oui. Donc, j'allais dire, vous êtes payé pour ça, Georges Non, mais si vous permettez, je vous en prie. Ce que je veux dire par là, c'est que rien n'est joué. Bon, rien n'est joué, c'est-à-dire. Bon, rien n'est joué. On va écouter Rachida Dati parce que je sens que ce qu'elle dit peut être plus intéressant. Écoutons Rachida Dati. Parce que depuis 2001, la droite et le centre perdent Paris par leur division. En 2001, Jean Tibéry et Philippe Séguin, paix à leurs âmes d'ailleurs, ont cru se retrouver au deuxième tour. On a eu Bertrand Delanoë, puis Anne Hidalgo. Et donc, on nous a souvent qualifiés de la droite la plus bête du monde. Aujourd'hui, par cette candidature, j'allais dire de témoignage pour ne pas dire du naufrage, parce que c'est effectivement ça nous entraverait dans une victoire. Naufrage, c'est-à-dire Pierre-Yves Bournazel ? Non, mais ça veut dire que ces candidatures maintenues, voulues de manière délibérée, c'est qu'il y a un choix délibéré de nous faire perdre Paris. Je trouve ça dommage. Georges Fenech. Oui. D'abord, c'est une semaine importante pour vous, il faut le rappeler. Oui, c'est vrai. Puisque vous auriez dû commencer comme ça. Samedi, en la mairie du 16e arrondissement, et j'ai vu que TF1 avait acheté les droits du mariage d'ailleurs, puisque la prise d'antenne est assurée par 10 heures par toute l'équipe de TF1. Vous avez vendu les droits du mariage. Donc à midi, vous allez convoler pour la 12e fois pour un nouveau mariage. Oui. Bon. Pas pour la 12e fois, non. Non, mais bon. Juste 9. Donc bon. Et on rappelle que vous avez rencontré l'amour avec cette jeune femme qui s'appelle Amélie. C'est ça. Vous l'avez rencontrée il y a 3 semaines. Et comme vous êtes un homme, comme vous êtes un homme de décision, et qui n'aime pas comme ça lambiner, vous avez dit marions-nous. Oui. Bon. Oui. Et, donc, bon. Et je ne regrette pas. Oui, heureusement parce que c'est bon jusqu'à samedi. Oui, il y a encore un petit suspense. Il y a un petit suspense. Bon. Maintenant, vous avez... Ah bah tiens, regardez, c'est bon. Et vous êtes un homme... Sauvé par le gong. Vous êtes sauvé par le gong. Oui. Bon, vous savez déjà comment vous avez... Rien n'est joué, je vous ai dit. Rien n'est joué pour votre mariage ? Non. Ah, pardon. Mairie de Paris. J'avais pas peur. Bon, et vous savez comment vous vous habillez ? Oui. Bon. J'étais bien conseillé, je vous dirais pas par qui. Et votre épouse... Par vous, j'ai été conseillé. Mais arrêtez, votre épouse, c'est comment elle s'habille ? Elle se met en blanc ? Alors, j'ai pas le droit de voir avant le jour du mariage. Ah oui. Et d'ailleurs, la veille, elle ira dormir... Chez sa mère. Voilà. Ou chez non, pas chez sa mère, elle est décédée, mais elle ira dormir en dehors du domicile. Et vous avez fait votre demande avec, dans le temps, on disait les gants beurre frais, vous savez, c'est une expression. On dirait... Moi, je suis attaché aux traditions, c'est bien. Oui, bon. Vos enfants vont bien, oui. Un peu d'héritage qui part en moins, mais bon. Oui, non. Tout ça est la vie. Faut encourager et puis être associé au bonheur du père. Absolument, ils sont très heureux pour moi. Et puis ils vont la rencontrer le 31, puisqu'ils ne la connaissent pas par définition, puisque tout ça est très récent. Bon, nous sommes avec Thomas Hill. Cher Thomas, bonjour. Félicitations à Georges Fenech. Ah, merci, merci. Comment ça va ? Très très bien.